Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0 pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une voix que beaucoup connaissent et que beaucoup écoutent, parfois sans même s'en rendre compte. Une voix qui, depuis plus de 10 ans, parle de travail autrement. Une voix qui rappelle, jour après jour, que le travail n'est pas qu'une affaire d'objectifs, de process ou de performance, mais d'abord une affaire d'être humain. Mon invité du jour est Gaël Châtelain-Berry, auteur prolifique, conférencier engagé, mais surtout observateur attentif de ce que vivent réellement les femmes et les hommes au travail. Gaël est l'un des pionniers du management bienveillant en France, bien avant que le terme ne devienne tendance, parfois galvaudé, parfois mal compris aussi. Il est aussi la voix derrière Happy Work, aujourd'hui le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail, avec plusieurs millions d'écoutes cumulées. Un rendez-vous quotidien, simple, direct, accessible, qui touche autant les managers que les salariés, parce qu'il parle vrai, sans jargon, sans posture, avec humanité. Dans cet échange, nous allons aller au-delà des slogans. Nous allons questionner ce que signifie réellement manager avec bienveillance dans un monde du travail sous tension. Explorer le lien profond entre bien-être, performance et maturité humaine des organisations et surtout mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent sans toujours ressentir, réussir à l'exprimer. La fatigue, la quête de sens, la solitude parfois, mais aussi l'envie sincère de faire mieux ensemble. Une conversation sans masque, sans recette miracle, mais avec une conviction partagée. Le management humain n'est pas une mode, c'est une compétence et peut-être même une responsabilité. Gaël, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission et merci d'être là. Avec plaisir, Johan. Alors, bon, il y a des millions d'écouteurs qui te connaissent sur ton podcast, mais on ne sait jamais. Il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter un petit peu ton parcours et ce qui t'a construit jusqu'à maintenant? Alors, très rapidement, j'ai été manager ou dirigeant pendant presque une vingtaine d'années dans des grands groupes médias, que ce soit chez TF1, Canal+, Énergie, dans le service public aussi. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis saltimbanque. En partant d'un truc complètement par hasard, j'ai écrit un article il y a 10 ans sur LinkedIn qui s'appelait Le management bienveillant, l'avenir du management, point d'interrogation. Et cet article, encore à ce jour, est l'article le plus lu de l'histoire de LinkedIn France. Et en fait, à l'époque, je me posais pas mal de questions sur ma carrière et mon épouse de l'époque, on parlait de boulot et je fais, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Elle me dit, mais tu as vu le carton qu'a fait cet article? Écris un livre. Donc j'ai écrit mon premier livre de management qui s'appelle encore Mon boss est nul mais je le soigne, qui a été un énorme carton et qui vient d'être réédité d'ailleurs. Mhm. Et de là sont venues les conférences et 2 ans plus tard sont venus les podcasts avec Happy Work, à l'époque avec la chaîne Info LCI et maintenant de façon indépendante. Et, euh, et voilà, tout ça est en fait une suite de hasards. Mais je me sens à ma place, donc voilà. Je suis parti de 20 ans de travailler dans des grands groupes à maintenant essayer d'apporter et d'être utile pour les salariés, que ce soit avec Happy Work, comme tu le disais. Et ça, je suis très très fier. C'est effectivement le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail et le management, mais aussi avec Happy Moi, qui est un truc que je viens de lancer, et un autre Mhm. podcast que tu ne connais peut-être pas, qui s'appelle Happy Love, qui est Ah, une fois par semaine, qui est un entretien avec une intelligence artificielle sur ok. le thème de l'amour. Eh oui, Ouh, on n'arrête pas l'innovation. eh oui.
Alors, moi, ce que j'aimerais revenir avec toi, c'est tu as fait partie des premiers à parler du concept de management bienveillant. Alors, bien avant Alors, que ça je vais devienne même te tendance. corriger là-dessus, je suis le papa du concept. Je le revendique haut Ah, et fort ok. parce que, et j'ai fait plein de recherches que ça a été un peu discuté, mais à un Mhm. moment, je me suis dit, il y a 2 ans, mais il y en a marre en fait. Je suis papa du truc, Ouais. objectivement, en France. Donc, je le revendique haut et fort. Au Eh même bien, tu as titre bien que raison. Gates, c'est le papa du concept de management libéré, Mhm. d'entreprise libérée, pardon. Enfin, moi, je suis le papa du management bienveillant. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement ta vision du management bienveillant et bien au-delà de tout ce qui est mis derrière et qui est parfois un peu mal compris et édulcoré? Oh, ça tient en une phrase, c'est ne jamais faire à un collaborateur ou une collaboratrice quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse. Voilà. Ouais. Ça tient en une phrase, même pas besoin de lire un seul de mes livres. C'est aussi simple que ça, c'est que du bon sens. Mais en fait, c'est pour ça que moi je suis un peu en colère contre tous les théoriciens du management, de l'entreprise et compagnie, qui ont des jolis mots avec plus de 3 ou 4 syllabes, qui font très intelligent. Mhm. Moi je dis toujours, j'ai 300 mots de vocabulaire, mais à un moment, il faut penser aux gens et les gens sont pas heureux au travail en France. On est à plus de 40% de gens qui sont en détresse psychologique au travail. Donc à un moment, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut arrêter la blague et le management a une responsabilité de dingue là-dedans. Et donc on peut changer les choses, mais ça peut changer si les managers veulent le changer. Et quand j'entends des managers dire oui, mais moi ma boîte c'est pas possible, bullshit. À un moment, on a une responsabilité individuelle. J'ai été manager ou dirigeant pendant 20 ans, comme je te le disais. Il m'est arrivé de m'opposer. Il m'est arrivé de claquer la porte quand j'étais pas en phase éthiquement. À un moment, il n'y a pas plus important que l'être humain, donc faut se battre pour ça, vraiment, et avoir des convictions et se dire, ben, est-ce que mon poste vaut que je fasse une entorse à mon éthique? Est-ce que je suis capable de regarder mes enfants en me disant, je suis en phase ou pas avec ce que je fais au quotidien avec mes salariés? Si la réponse est non, faut changer. Ça me semble Mhm. important. Je suis très sérieux aujourd'hui, tiens. Oui, c'est un ton très solennel. Mais Ouais, c'est parce que bien. c'est, en fait, je suis un peu en Le colère sujet en est grave début quand même. d'année, là, pour être très franc. Non, c'est vrai, parce que j'ai l'impression, pas de me battre contre des moulins à vent, c'est pas vrai, parce que les choses progressent. Mais on est dans une période là qui pue un peu quand même, on va pas se mentir, Johan. Mhm. C'est pas la fête du slip, comme on dit. Et, mais en France, on est bien. Et il faut qu'on en ait conscience et il faut que les gens qui peuvent impacter, ne serait-ce qu'une équipe, même une équipe de 2 personnes, bah, c'est pas parce que mon boss est un gros con, pardon pour le mot, Mhm. que j'ai besoin d'être un gros con avec ces 2 personnes. On a un impact sur les gens qu'on encadre. Et je crois que le plus grand acte politique, c'est nous en tant que parents, nous en tant que managers si on est manager, nous en tant que citoyens. Donc je crois beaucoup à ça, sur l'impact que chaque être humain, à son niveau, peut avoir. Je suis hyper sérieux. Hein. Bon, maintenant, je vais dire plus Écoute, des conneries, Johan. écoute. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la philosophie. Écoute, parce que moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de t'entendre sur les causes profondes, parce que souvent, on traite le sujet de manière très superficielle. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton regard sur quelles sont le ou les causes, parce que c'est jamais qu'une cause, c'est un ensemble de facteurs. Qu'est-ce qui explique, selon toi, en fait, qu'on en est rendu là? Même si tu as dit très justement, il y a des choses qui évoluent, mais j'ai l'impression qu'on avance à vitesse d'escargot. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là, selon toi? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison sociologique qui date, figure-toi, de l'après-deuxième guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un truc qui a été créé qui s'appelle le statut cadre en France, qui est une spécificité française. Hein. Il y a Mhm. nulle part ailleurs où ça existe. Et ce statut cadre a fait que des gens qui encadraient avant la Deuxième Guerre mondiale se sont retrouvés avec des avantages en plus, notamment du fait de la sécurité sociale. Et pour légitimer ces avantages-là, ils ont commencé à rester plus tard au bureau en se disant, bah, comme j'ai des avantages, bah, faut que je montre que je travaille plus. Et le présentéisme à la française trouverait, je mets le conditionnel parce que ce sont des sociologues qui ont dit ça, mais je trouve ça assez crédible. Le présentéisme à la française trouverait son origine là-dedans sur je suis patron ou patronne, donc bah, je dois rester plus tard pour montrer que je mérite mes avantages. Et Mhm. on en est toujours là.
On en est toujours à, si tu pars un jour à 17 heures, on va te dire, bah, tu prends ton après-midi. On en est toujours à ce truc pathétique de devoir travailler beaucoup d'heures en faisant fi, en fait, de ce qu'on fait. Quand tu vois des économies comme la Suède où passer 16h30, 17h, il n'y a plus personne au bureau, parce que en Suède, c'est 8 heures de travail, 8 heures pour la vie perso, 8 heures de dodo. L'économie suédoise n'est pas tellement pire. L'économie allemande, c'est pareil. C'est passé 17h, 18h, il n'y a plus grand monde au bureau. Aux États-Unis, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. Il n'y a qu'en France où on a ça. Et en fait, ça crée une pression déplacée parce qu'elle n'est pas basée sur des fondamentaux économiques, elle est basée sur l'image. Et c'est effrayant parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais un salarié français, en moyenne, va passer un peu plus d'1 heure et quart par jour sur ses réseaux sociaux à regarder des vidéos de petits chats ou à faire son shopping. Mm. Donc quand on en est là, je pense il y a de quoi bouger les choses. Un autre chiffre sur les salariés français, un cadre français va passer 24 jours de 24 heures par an en réunion. Et 50% de ces réunions est consacré à un autre sujet que le sujet de la réunion. Bah, si tu fais le calcul et que tu supprimes ça, c'est 50% totalement inutile. Hein. Oui, Bah, tu passes à la semaine de 4 jours de 32 heures sans perte de productivité. Mais en France, on a ce côté, et t'entends encore des politiques c'est aujourd'hui. vrai. Et j'ai été très impliqué il y a quelques temps en politique et j'ai arrêté parce que j'entendais encore des députés me dire il faut travailler plus pour gagner plus. Je dis non, en France, il ne faut pas travailler plus, il faut travailler mieux. Mm. Il faut qu'on arrête. On est les seuls en Europe à avoir cette démarche-là euh, de se dire qu'il faut faire du présentéisme pour être productif, ce qui est une bêtise sans nom, parce que ça fait du mal. En France, on est numéro 2 mondial du burn-out. À un moment, il va falloir qu'on en prenne conscience. Il n'y a que le Japon qui nous bat. C'est entre Mm. 10 et 12% des personnes qui nous écoutent qui vont faire un burn-out. Donc, ouais, il y a urgence, mais il y a urgence humaine, mais également urgence économique, parce que force est de constater que si tu as 10 à 12% des salariés qui sont en burn-out, en termes de productivité, c'est pas le top. Puis il y a un coût pour la société hein, en termes Mais bien d'impact de sûr, il y a un coût pour la société, société. pour l'économie, et il serait temps que nos chers politiques réalisent qu'il faut arrêter avec le travailler plus, et qu'il serait temps qu'on s'occupe du travail mieux. Et très honnêtement, Johan, je vais te dire, j'étais persuadé qu'on avait progressé là-dessus. Je crois qu'on a progressé, c'est ça qui est étrange, si on a progressé auprès des dirigeants d'entreprise. Tu vois, par exemple, pour Happy Work, j'ai fait un entretien avec Pascal Demurger, Mhm. De la le Maïf. patron de la Maïf, il n'y a pas très longtemps. Et il y a des patrons comme ça qui sont vraiment très bienveillants et très à l'écoute de ce genre de choses. Le problème sont les politiques aujourd'hui, mais vraiment, à un point, et c'est pas pour faire du politique bashing, mais j'entends encore du travail, faut travailler plus. Et je parle pas de l'âge de la retraite, je parle pas de tout ça, ça c'est un autre Mhm. sujet. Je parle de quelqu'un qui commence sa vie active, est-ce qu'il doit vraiment faire 8 heures, 20 heures? Ben non, c'est de la connerie, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. Et il y a des exemples. Welcome to the Jungle, qui est passé à la semaine de 4 jours en 2018 ou 2019, je crois, non seulement a vu ses résultats économiques exploser, mais en plus, en termes de recrutement, comment te dire? Je sais, alors, t'es comme moi, t'as plus 20 ans, je crois. Enfin, je te Non, vois sur la j'ai plus vidéo, 20 ans. t'as plus tout à fait 20 ans. Mais t'as le choix entre deux boulots. Un qui dit, bah écoute, même salaire. Et il y en a un des deux qui te dit, bah t'as pas de télétravail et tu travailles 5-5. Et l'autre qui te dit, tu fais ce que tu veux comme télétravail et t'es en semaine de 4 jours. Tu prends lequel? Il n'y a pas photo. Non, mais voilà. Mais même la CNAV, hein, pour aller. J'ai interviewé aussi Jérôme Frito, que tu dois connaître certainement, Mhm. et ça fait très longtemps, il a été précurseur dans les semaines de 4 jours. Institution publique aussi. Donc on peut le faire partout. Hein. Et c'est pour ça, je crois qu'on a un vrai problème de discours politique aujourd'hui. Mm. Et encore une fois, c'est pas pour faire du politique bashing, mais je crois qu'il y a une vraie déconnexion entre ce qu'est la France, et Dieu sait si j'aime ce pays, et Dieu sait si la France est un des plus beaux pays au monde. J'adore mon pays. Mais c'est un scandale le décalage qu'il y a entre notre potentiel et ce que vivent les salariés. Parce que les salariés français souffrent vraiment, vraiment. Et Et est-ce que dans. je l'ai Est-ce au que. quotidien. T'imagines pas le nombre de messages que je reçois tous les jours. C'est, c'est terrible. C'est terrible.
Et est-ce qu'il y a parce que quand on écoute, moi j'écoute aussi dans les entreprises et puis dans mon entourage, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du sens? Parce que même au niveau sociétal, mais même dans les organisations, est-ce qu'on a perdu vraiment le sens du rapport au travail, de ce Mais que ça c'est pas qu'on représente l'a pour un perdu, c'est individu? qu'on l'a jamais eu, Johan. Je suis désolé. En France, Oui, on a toujours c'est vrai. raccroché le sens du travail autant qu'on va passer au travail. À partir du moment où on se dit le seul sens donné au travail, c'est être productif et travailler plus pour gagner plus, mais c'est pas ça le sens. Non. Enfin, à un moment, il faut avoir une utilité sociétale, sociale, faut travailler pour quelque chose de plus grand que soi. Si on t'explique que non, non, ta seule utilité, c'est d'être productif et de travailler jusqu'à 19 heures tous les jours. À un moment, tu dis, mais gars, je suis juste épuisé, j'en peux plus. Hmm. Par contre, si on t'explique que, mais en fait, le sens de ton travail, quel que soit ton niveau hiérarchique, hein, c'est de travailler pour la grande image de l'entreprise. Je vais te donner l'exemple qui m'avait marqué il y a quelques années. Je suis client d'une banque que je nommerai pas. Je suis dans plusieurs banques, mais il y en a une. Ça fait depuis que je suis étudiant. Je suis dedans. Donc, j'ai été diplômé donc il y a 2 ans, comme tu le Il n'y a sais. pas longtemps, Il n'y Gaël. a pas très longtemps. Donc non, il y a plus de 30 ans. Et il y a une dizaine d'années, la personne à l'accueil dans cette agence a changé et c'est une femme qui, quand tu arrives, fait peur. Elle regarde pas, elle est sur son téléphone, elle te parle pas. Quand elle te parle de façon mal aimable. J'aurais pas été client, je rentre dans cette agence pour ouvrir un compte, je me casse. Hmm. Je suis resté parce que c'est ma banque historique. Mais en fait, le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est qu'elle a eu aucun directeur ou directrice d'agence qui lui a expliqué que le travail le plus important de toute l'agence, c'est le sien. Personne ne lui a expliqué que le fait de sourire quand quelqu'un arrive, d'être aimable, c'est peut-être ça qui va faire qu'il va y avoir des emprunts qui vont être pris, des comptes ouverts, et que c'est pas juste une personne à l'accueil, c'est quelqu'un qui a un grand métier. Et le problème, c'est que on a oublié ça en France, et j'interviens dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, et je m'aperçois que la notion de sens, bon, ça fait bien longtemps qu'on l'a oublié. Enfin, pas oublié, mais il y a peu d'entreprises qui en font une priorité. Et encore une fois, je reviens à ça parce que je pense qu'on va vers des heures sombres politiquement parlant. Nos politiques sont catastrophiques sur le sujet parce qu'ils ne parlent pas du bon sujet. Ils ne parlent pas de ce qui fait la beauté d'être un salarié français. Ils ne parlent pas de ce qui fait la beauté de travailler. Ils parlent que de comment est-ce que tu veux que quand tu as 40% des salariés français qui sont en détresse psychologique, si tu leur dis il faut que tu travailles plus, comment tu leur remonter le moral en fait? Eh gars, Alors, t'es bien au fond du trou, mais il va falloir que tu travailles plus. Bah non, en alors fait. que c'est quand même très paradoxal parce que deuxième année consécutive nommée comme grande cause nationale, est-ce que c'est des Mais effets c'est une d'annonce? blague, ça, Johan, tu le sais bien. Hmm. Enfin, c'est pas que c'est une blague, c'est très joli, c'est sympathique, mais concrètement, on fait quoi? À quel moment la France va enfin déclarer le burn-out comme maladie professionnelle? C'est ça. À quel moment on va responsabiliser l'entreprise? On va leur dire, vous êtes responsable du bien-être des salariés. Juste pour rappel, hein, en Mhm. France, on a été un dernier pays à parler de qualité de vie au travail, la QVT à l'époque. Il aura fallu 2008 et la vague du suicide chez France Télécom et chez Renault pour qu'enfin on se dise, oh tiens, le travail peut faire du mal. En France, on est quasi systématiquement dans le réactif. Regarde le télétravail. On a commencé à intégrer le télétravail dans un mode de travail. Il aura fallu le Covid. Hmm. Tu as plein de pays, ils n'avaient pas attendu le Covid, hein. Je ne veux pas te dire de bêtises, je crois que des accords de télétravail avant la pandémie, je crois que c'était 16% des entreprises qui en avaient. Bon, autant dire que maintenant, une entreprise qui n'a pas d'accord de télétravail, bon courage pour recruter. Mais, euh, mais c'est. Donc Ouais, c'est on est à la culturel, du ramasse un coup. peu. On est et je trouve c'est intéressant ton approche de dire que que la France, entreprise entre guillemets, est dans une dimension réactive. Et est-ce que ça, culturellement, tu penses que ça va changer avec peut-être une génération sans qui pointe son nez et qui est en train de pousser sur ces attentes-là, ou est-ce qu'on est encore parti dans cet héritage culturel on réagit que quand on est dos au mur? Écoute, très honnêtement, je ne le vois pas venir. À ceci près, c'est que les entreprises vont pas avoir le choix pour une bonne et simple raison. Ça s'appelle la pyramide des âges. Mm. Et il y a de moins en moins de
jeunes qui arrivent sur le marché du travail et de plus en plus de gens à la retraite. Et je vois des très grands groupes qui étaient très violents avec les salariés, qui commencent à faire des efforts parce qu'ils s'aperçoivent que un jeune diplômé, il va dire ben non, moi, ta réunion à 19h le vendredi, va te faire foutre, j'y vais pas. Puis je démissionne. Et quand je parle de grands groupes, ce sont vraiment des très grands groupes. Donc, Mhm. les entreprises n'ont pas à avoir le choix du fait de cette pression. Alors, je suis un peu triste parce que ça va être un changement de comportement du fait d'une obligation pragmatique pour pouvoir recruter et fidéliser. Mais in fine, si ça sert les intérêts des salariés, tant mieux. Mais, euh, mais je crois qu'on a quand même très, très ancré dans la culture des entreprises françaises quelque chose qui est le travail, c'est la souffrance. Mm. Et c'est triste parce qu'on est, il ne faut pas l'oublier quand même, la France est le berceau à l'époque, alors c'est l'ancêtre du management bienveillant, on s'appelait le paternalisme à l'époque. Au Mhm. 19e siècle, le groupe Michelin avait intégré déjà ça, le côté il faut prendre soin des ouvriers, on leur paye les études, on leur paye leur logement, on leur paye leur santé. Et tout ça, on l'a oublié dans les années 80, mais vraiment oublié. Et on a été un des rares pays européens à avoir un chômage à 2 chiffres pendant presque 30 ans. Donc ça va changer, mais ça va pas changer parce que nos dirigeants et dirigeantes en prennent conscience, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils veulent pouvoir recruter, il faut qu'ils changent. Et je vois des grands groupes euh, qui commencent à bouger, non pas par bonté du cœur, mais parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent plus à recruter. D'ailleurs, on le voit aussi dans les recrutements, les jeunes sont plus forcément, ont plus forcément pour réflexe d'aller dans des grands groupes que pour candidater. Mais ils ont Ils vont bien de plus en raison. plus dans des PME, dans des TPE, en local. Mais tu sais, je fais des conférences sur les différentes générations et parfois il y a des jeunes qui viennent voir en fin de conférence pour un peu pérorer et dire ah, on est quand même vachement plus malin que vous. Et j'aime à leur rappeler, mais les gars, qui vous a éduqué? Vos valeurs, elles viennent d'où? Et moi, j'ai été éduqué donc par des parents des 30 glorieuses, donc qui étaient en amour devant le monde de l'entreprise, de la croissance, du pouvoir d'achat, de toutes ces choses-là. Mes enfants, ils ont été élevés dans une génération où tu n'as pas un représentant de cette génération qui n'ait pas connu un proche dans sa famille, qui ait connu le chômage. Moi, le mot chômage, je l'ai découvert pendant mes études. Hein. Mais Euh, je te rejoins, les on est de enfants la de même cette génération génération. savent très bien que l'entreprise n'est pas sympathique. Mm. Elle peut l'être, hein. Sauf qu'à ce jour, il faut qu'elle le prouve. Parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas l'entreprise profondément sympathique. En moyenne, hein. Il y en a, Oui, bien bien entendu, qui sûr. sont vertueuses. Mais en moyenne, le travail en France, non, on est loin du compte. Alors, j'en suis très heureux, parce que ce qui fait que tous mes contenus fonctionnent bien, c'est qu'il y a du mal-être en France, mais c'est triste. C'est triste parce que c'est un des rares trucs, je trouve, en France qui ne fonctionne pas. Après, tu sais, Gaël, je pense, alors je suis d'accord avec toi, ouais, peut-être tes contenus ils fonctionnent bien parce qu'il y a cette dimension, mais il y a peut-être aussi, et c'est ce que j'ai relevé parce que j'écoute tes podcasts, c'est cette dimension de l'authenticité. Et quelque part, ça, on l'a perdu. On est beaucoup dans des effets d'apparence. Et est-ce que c'est pas un retour justement à se dire les choses, parler vrai, ne pas mettre la tête dans le sac pour éviter de voir les problèmes? Est-ce qu'on n'est pas face à ça aujourd'hui? Mais je ne sais pas si tu as vu, comment elle s'appelle, c'est la loi Allure, je ne sais plus où il y avait le truc des entreprises à mission. Hmm. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Un salarié qui est harcelé par son manager ou qui travaille 1000 fois trop, qui est au bord du burn-out, qu'on lui explique, maintenant ton entreprise a une mission. Mais what the fuck? Faut arrêter un moment, faut revenir à des trucs fondamentaux, basiques, le bien-être des gens. Qu'est-ce que c'est travailler? Ça veut dire quoi? Moi, j'aimerais bien que tous ces politiques, tous ces dirigeants relisent Adam Smith, le premier théoricien du capitalisme. Euh, Adam Smith expliquait au XVIIIe siècle, Johan, il expliquait que le patron d'un atelier devait s'occuper de la santé de ses ouvriers, devait payer pour l'éducation des enfants de ses ouvriers pour préparer les générations d'après. On a un capitalisme en France qui est totalement dévoyé. Je ne suis pas anticapitaliste, au contraire. On a oublié ce qu'est le capitalisme. Et on a oublié un truc, c'est que le capitalisme sans l'être humain n'existe pas. Richard Branson, le fondateur de Virgin, disait il y Oui. a plus de 20 ans, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. On en est où en France de ça? Hmm. Alors il y a des grandes déclarations, super, très bien. Et encore une fois, je ne veux pas faire une diatribe anti-entreprise. Dieu merci, il y a des entreprises qui sont vertueuses.
mais on est loin que ça soit la majorité. Et qu'à un moment, une entreprise sans salariés, ça n'existe pas. Et qu'en France, on est mauvais. Il n'y a pas d'autre mot. On est mauvais. C'est comme ça. Et c'est pas une opinion, c'est un fait. Numéro 2 mondial du burn-out. Je crois que c'est 42 ou 43% de salariés en détresse psychologique. Enfin, l'absentéisme qui augmente. Tous les chiffres sont mauvais. Tous. Et à un moment, c'est pas parce qu'on est français, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore changé notre culture d'entreprise. Oui, complètement. Puis d'être capable de se remettre en question, parce qu'aujourd'hui, on a tous les contenus, il y a les formations, on a un pléthore d'acteurs. Donc, qu'est-ce qui fait que justement, ben, on a du mal à se remettre en question? Est-ce que c'est culturel, encore une fois de plus, ou est-ce que c'est d'autres raisons? Je crois que c'est culturel. Et quand tu sais, finalement, l'accélération de tout ça, ça a été vraiment la pandémie. Et quand tu as des gens qui sont dirigeants ou dirigeantes d'entreprise, qui ont 50 ou plus, et qui ont fait toute leur carrière pendant 30 ans avec les règles des années 60-70, c'est compliqué de changer de culture. Mm. Et pour ne pas dire impossible. Et, et quand j'entends, par exemple, certains dirigeants ou dirigeantes parler du télétravail en disant le télétravail, il ne faut pas oublier que dans télétravail, il y a travail, ça me donne des envies de meurtre. C'est effrayant que des dirigeants ou des dirigeants puissent encore dire ce genre de choses. Donc oui, c'est culturel, bien sûr, parce qu'on a un rapport au travail en France qui date du 19e siècle. Et encore, je pense, et encore, je peux même pas dire ça parce que la France, par le biais du groupe Michelin au 19e siècle, a été pionnier de ces Eh questions oui. de bien-être, de bienveillance, de tout ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes le groupe Michelin, qui n'est pas parfait au demeurant, mais Mhm. sont les premiers qui ont fait une vraie politique sur la déconnexion avant la pandémie, hein, très largement, et puis avec des choses concrètes, pas du déclaratif, des choses très concrètes. Donc ça existe, mais culturellement, on a un rapport au travail qui est, un- j'allais dire, un peu débile. Non, totalement débile. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vois des perspectives positives? Est-ce que tu vois des signaux faibles qui te peuvent te dire aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui peuvent changer, il y a une prise de Mais Johan, je conscience suis peut-être. super optimiste. Bien sûr qu'elles vont changer parce que justement, les entreprises n'ont pas le choix. Parce que aujourd'hui, un jeune diplômé, là je parle des bacs plus 2 et plus, a le choix. Et que si une entreprise est malveillante ou s'il n'y a pas de télétravail ou si un manager parle mal, contrairement à ma génération où on n'avait pas le choix, moi, ma génération a entendu ce genre de phrase. Et dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Mm. Maintenant, les jeunes collaborateurs et collaboratrices disent, dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter. Ça change la donne. Le rapport de force a changé et je vais te raconter une anecdote pour te dire, je suis un peu énervé, mais j'ai deux, trois raisons quand même. C'est le patron d'une boîte du CAC 40 il y a 6 mois qui me dit après une conférence, non mais Gaël, c'est bien sympa ce que vous dites, hein, mais la crise va revenir, le chômage va réexploser, donc votre bienveillance, on s'en fout. Super. Moi, ça me donne envie de pleurer. Mais sauf qu'il a juste oublié que la démographie, on ne va pas la changer en 2 secondes et demie. Et que la réalité, c'est qu'en 2050, il y aura un actif pour un retraité. Ouais. Un actif pour un retraité. Il faut juste intégrer ce chiffre-là. C'est effrayant. Et qu'à un moment, les entreprises vont se battre pour recruter les gens. Et si on veut savoir ce qui va se passer en France, il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne depuis 30 ans. Depuis 30 ans, la démographie en Allemagne est une catastrophe depuis 40 ans. Et donc, ils ont intégré l'immigration, parce que sans immigrés, l'Allemagne ne tourne pas. C'est Mm. aussi simple que ça. Ils ont intégré la bienveillance, parce que sans bienveillance, tu fidélises pas. Ils ont intégré le fait que le travail, c'est pas toute ta life, et que tu as une vie de famille et une vie perso. Donc, tu finis pas tes journées à 20 heures tous les jours. Donc, nos patrons et nos patronnes et nos politiques français feraient bien d'aller regarder le marché du travail allemand depuis les années 80. Parce que c'est ça qu'on est en train de vivre. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Et ce n'est pas une question de croissance économique, c'est une question de démographie. Mm. Et je crois pas, il n'y a pas trop de signes
pour dire qu'on va revenir à 2,1 enfants par couple prochainement. Non, c'est en train de baisser, justement, le taux C'est de en train de natalité. baisser dramatiquement. Mais d'une certaine manière, moi, je suis un très, très grand optimiste. Vraiment, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais il y avait un économiste qui s'appelait Malthus, 16 ou 17e siècle, qui expliquait que l'humanité allait mourir parce qu'on serait incapable de produire suffisamment à manger. 16 ou 17e, je ne sais plus. Globalement, Malthus avait juste oublié d'intégrer un petit truc, c'est que la productivité agricole allait augmenter. Donc, bien sûr, on a réussi à nourrir les populations. Là, il y a une coordination de choses qui est extraordinaire. Oui, on fait de moins en moins d'enfants. Oui, ça va devenir de plus en plus difficile de recruter, bien sûr. Mais il y a un truc qui fait peur à tout le monde, hein, Oui, je mais qui crois que arrive au bon moment, qui s'appelle l'intelligence artificielle, et qui va faire que peut-être qu'une partie du travail va être fait par l'intelligence artificielle et qu'on va retrouver un équilibre, un petit peu comme on a découvert au 19e siècle avec l'industrialisation. Le mouvement du ludisme au 19e siècle, les gens qui cardaient, qui faisaient du tissage, détruisaient les machines à tisser en Angleterre, en disant ça va nous tuer notre travail, etc. Un petit peu comme on dit avec l'intelligence hmm, artificielle. Et à un moment, le roi d'Angleterre a dit, ou la reine, je ne sais plus qui c'était, reine je pense, le prochain qui détruit une machine à tisser dans le royaume, peine de mort. Le ça ludisme s'est calme. un peu calmé, mais il se trouve qu'au 19e siècle, c'est la plus grande période de croissance économique que l'Angleterre ait jamais connue. Donc je pense que les astres, c'est pour ça que je suis très optimiste in fine. Et Hmm. j'aimerais qu'il y ait des politiques, plus de politiques et plus de dirigeants qui soient optimistes, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le terreau du discours politique, c'est être anxiogène, être pessimiste, expliquer qu'on va dans le mur, la France va mourir. Ben non, ben non, parce qu'on est un pays résilient, parce qu'on est un beau pays, parce qu'on a un potentiel incroyable en tout, parce qu'on est le putain de pays de l'humanisme quand même. Enfin, faut pas oublier ça. On est le pays de l'humanisme. Il est où notre humanisme aujourd'hui? Hmm. Ben, je crois qu'on va rentrer dans une période, peut-être après une petite période sombre, où on va se rappeler ça. Le retour aux Je fondamentaux. suis hyper sérieux aujourd'hui, Johan. Je suis désolé. C'est c'est- Pour les c'est très. personnes qui ne connaissent pas Écoute, Happy Work, c'est pas mon ton sur mon podcast, hein. non, mais par contre, c'est un ton engagé, authentique, et enfin, je pense qu'on a Bah, tu besoin de sais, ça. on fait pas un podcast. J'en suis à 3300 épisodes. Ouais, je crois que je peux affirmer maintenant haut et fort que je suis engagé. Hmm. Vraiment. Et j'ai un petit impact. Pas gigantesque, mais je me sens un peu utile. Et je sais que Hmm. ça redonne le moral à certaines personnes. Parce que moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a plein de gens qui se sentent un peu broyés, quel que soit leur niveau hiérarchique, encore une fois. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les petites gens. Et je le dis avec, j'adore ce mot, les petites gens. Hmm. Hmm. Vraiment. Il n'y a rien de méprisant. Les petites gens au Ma grand grand-mère cœur. était femme de ménage et elle revendiquait ce mot de petites gens comme une fierté. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Bah, faut leur redonner un peu de niaque et d'énergie et on manque de ça en France. C'est pour ça que, au final, je suis assez optimiste parce que je pense que c'est ça qui va gagner. Mais comme en France, c'est toujours cet état d'esprit qui gagne. Et là, ça fait 20 ans où l'état d'esprit moyen des leaders d'opinion est quand même bien pourri. Hmm. Parce que le terreau, ils se disent il faut jouer sur les haines et les peurs pour avoir des voix ou du pouvoir. Et ils ont probablement raison à court terme, mais ils ont tort à moyen et long terme. Moi, je pense qu'ils sous-estiment aussi euh, une montée en conscience d'une bonne partie de la population qui revient aussi à ces valeurs dont tu parlais et une conscience beaucoup plus élargie euh, et une population qui s'éduque de plus en plus. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet de reprendre une souveraineté individuelle, de dire ben, j'ai envie d'agir, je ne suis pas isolé. Et justement, en écoutant des podcasts, en revenant sur du local, sur du relationnel local. Et tu sais, je rebondis sur l'IA. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que d'absorber par l'IA des tâches à faible valeur ajoutée, peut-être ça remettra de l'humain et passer du Mais bien temps à sûr. re-relationner quelque part. Je Mais sais pas ce que tu l'IA en est penses. un atout Oui. incroyable.
Mm. Mais c'est là où c'est là où c'est terrifiant, c'est que qu'est-ce qui est facile aujourd'hui comme discours pour plaire aux gens, pour les brosser dans le sens du poil? La majeure partie des gens ne connaissent pas l'IA. C'est vrai. Éventuellement, ils ont fait 2-3 prompts sur ChatGPT, mais ils ne sont pas rentrés dans le détail de tout ce que peut faire l'IA. Donc la facilité, c'est de faire peur, de dire Mm. oh, ça va vous prendre vos métiers. Au lieu de dire, mais les amis, tous les métiers qu'il y a aujourd'hui, de toute Mm. façon, dans 10 ans, Ça- il n'y aura pas assez de personnes pour les faire. mm. Donc on va monter en compétence tout le monde, on va virer un nombre de tâches qui sont super chiantes. Oui, il y aura une période de transition un peu compliquée, bien sûr. Au même titre qu'au 19e siècle, avec l'industrialisation, bien sûr qu'il y a eu une période compliquée. On ne va pas se mentir. Bien sûr qu'il y a des métiers qui vont disparaître, bien évidemment. À chaque fois, je pense aux chauffeurs de taxi. Ouais, dans 30 ans, probablement, chauffeur de taxi ne sera pas un métier d'avenir. Bien sûr, et je parle à beaucoup de taxis parisiens qui me disent ouais, fait chier, on a payé nos plaques une fortune. Je les comprends, c'est dur. Mhm. Bien sûr que c'est dur. Bah, ce sont les grandes mutations et je pense qu'on vit là avec l'IA. C'était de la gnognotte, ce qu'on a connu avec l'Internet. De la gnognotte. Là, ce qu'on vit avec l'IA, c'est ce qu'on a vécu. Enfin, moi, je l'ai pas. J'ai beau être vieux, je ne l'ai pas connu le 19e siècle, Yann. Je vois dans tes yeux, espèce de petit salopio, là. Mince. Euh, mais pour les gens que ça intéresse, allez relire l'histoire du 19e siècle et de l'industrialisation. On revit ça. Mais à un point incroyable, au 19e siècle, ça a été le début des grands magasins. Tu lisais des articles incroyables contre les grands magasins parce que ça allait tuer le petit commerce. Alors, in fine, oui, ça en a tué un certain nombre, mais ça a été absolument incroyable pour la consommation. Bref, on est en train de vivre une période de grande transition où oui, il y aura de la casse, bien sûr, mais je crois profondément, tu sais qu'il y a, je fais une toute petite digression, mais qui a un sens par rapport à ce que je dis. Google, il y a 15 ans, 20 ans, a créé une fondation dont la seule mission, c'est de réfléchir sur la fin du travail. Alors, ça ne sera pas pour notre génération, hein, mais j'y crois profondément, Mhm. mais Mais tu sais, profondément. il y a eu Et avec évoqué la notion de revenu universel et Voilà, compagnie. exactement. Mais dans 2-3 générations, peut-être 4. Mhm. Mais on y va, mais bien sûr qu'on y va. Et quand j'entends parler de valeur travail, mais c'est pas la question. C'est pas la question. C'est quelle est la valeur de ma vie? Quel sens je donne à ma vie? En quoi je me sens utile pour la société? Euh, et en France, ben, on est un peu courte vue à dire ben, le sens de mon travail, c'est de faire 12 heures de travail par jour. Ok. Bon. Et tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je vois plein de collaborateurs qui disent moi j'ai des talents, mais avec le travail, je peux pas le développer parce que j'ai pas le temps, etc. Peut-être qu'avec cette projection de société, ça laissera peut-être la place à des collaborateurs ou à des, en fait, des Mais êtres tu humains. sais, Johan, la personne qui te dit ça, le jour où il va avoir une offre d'emploi en disant ben, nous, c'est la semaine de 4 jours à 32 heures, ben, il va se C'est dire ça. putain, c'est pas con ça. Et Comme oui, ça, il va avoir 3 jours pour m'occuper de mon projet à moi. exactement. Et on le Et voit voilà. déjà. Mm. Mais bien sûr. Mais tu sais qu'il y a même des très grandes entreprises du BTP sur les chantiers hein, Mm. qui proposent des semaines de 4 jours. Alors autant dire que cette entreprise, pour recruter des plaquistes, des plombiers, des électriciens, ils n'ont pas de problème. Ils Mais ont oui. zéro problème. Alors certes, leurs chantiers, ils les vendent un petit peu plus cher, Mm. mais ils expliquent aux clients pourquoi c'est plus cher. Mm. Et ils m'expliquent, ouais, dans 90% des cas, ça passe. Vraiment. Parce que, mais ça fait envie à tout le monde, en fait. Puis on est dans l'ère du consommateur et pas Ouais, que du consommateur. c'est C'est beau. Comment t'es poète, Johan? Ah là là. Est-ce que, parce que comme je sais que le temps est précieux et qu'on avance dans l'émission, est-ce que tu as un mot, une philosophie, je sais pas, un mantra ou un message tout simplement à faire passer à Battez-vous. nous? Battez-vous. Battez-vous. Ok. Non, mais vraiment. Mais battez-vous, pas au sens guerrier du terme, mais Mhm. faut pas baisser les bras. Et je vois tellement et j'entends tellement, et je suis un peu le réceptacle de beaucoup de messages de gens qui sont découragés, parce qu'on va pas se mentir, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de plein plein de trucs. Mais je crois qu'il nous reste encore quelques années un peu pourries, mais on va vers quelque chose de bien, parce que les bonnes volontés commencent à avoir
la rage, c'est pas le mot, mais l'énergie nécessaire de se dire, on va pas perdre, parce que le monde tel qu'il est tel qu'on l'a, le monde là je parle du monde du travail, hein. Parce Mhm. qu'encore une fois, je pense que notre démocratie est une des plus belles démocraties au monde. Enfin, là je parle juste du monde du travail. Je pense qu'en France, on a un des pires mondes du travail des pays développés. Mais vraiment, et je pèse mes mots, un des pires. Euh, je pense, c'est pas une fatalité. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs au sein des entreprises qui ont conscience que sans changement, ils sont morts, mais littéralement. Et je vois des très grands groupes qui n'arrivent plus à recruter parce que les jeunes collaborateurs et collaboratrices disent juste non, je, pardon, non, ta réunion à 19h va te faire foutre. Je vais plutôt aller ailleurs. Et donc, battez-vous dans le sens où on rentre dans une phase où le rapport de force a complètement changé entre le recruteur et le recruté. Et c'est pas pour être dans un, un discours guerrier. Moi, j'ai fait une très grande école de commerce, j'ai fait plutôt des très grandes études et j'ai beaucoup souffert du côté c'est quoi la récompense de tout ça? Il n'y en avait pas, honnêtement. Enfin, ma génération, on s'en est pris plein la gueule. Et puis, j'ai plus de 50 ans, je vois plein de collègues qui ont fait ces grandes études, qui se font virer parce que trop cher. Enfin, ma génération, on en a vraiment pris plein la gueule. Plein la gueule. Et moi, je suis très fier de voir mes fils euh, prendre conscience qu'ils ont le pouvoir. Et, euh, et c'est bien, non pas par esprit de vengeance, c'est pour reprendre ce que disait Richard Branson, une entreprise sans salariés, ce n'est rien. C'est rien. La plus grande richesse d'une entreprise, ce sont ses salariés. Et en France, on l'a oublié pendant 40 ans. On a oublié ça pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'il y ait des procès contre France Télécom et Renault pour dire, ben non, c'est pas bien qu'il y ait des gens qui se suicident sur leur lieu de travail parce que vous avez été méchants. Il y a quand même eu un DRH, pour une fois, qui a fait de la tôle pour ça. Donc, quand je dis battez-vous, c'est vraiment pas dans le sens battez-vous contre l'entreprise, parce que l'entreprise, pour moi, enfin, je suis un énorme capitaliste, il faut vraiment pas euh, Oui, bien sûr. mal me comprendre. Juste, je pense qu'on va revenir à ce qu'est l'origine du capitalisme, tel que l'a décrit Adam Smith au XVIIIe siècle, qui est un capitalisme humaniste. Et battez-vous pour ça, parce que capitalisme et humanisme ne sont pas incompatibles. Elle est jolie cette phrase, je trouve. Oui, elle se Capitalisme et rejoint. humanisme ne sont pas incompatibles. Non, mais c'est vrai, et Richard Branson est le meilleur exemple. Cette phrase-là célèbre, elle a 20 ans, 20 ou 30 ans. Donc battez-vous. C'est loin d'être perdu, très loin d'être perdu. Et du coup, le combat, c'est peut-être pas forcément pour changer l'ancien monde, l'ancien paradigme, c'est peut-être d'en recréer un nouveau et d'attirer à nous des générations qui veulent aller dans ce nouveau monde. Je parle par Ouais, exemple de tu sais l'ESS. quoi, Johan, je vais te dire, c'est même revenir au monde tel qu'il était dans les années 70. Je parle dans Hmm. les relations d'entreprise. Oui, c'est vrai. Bien sûr, mis à jour, bien évidemment. Mais ce sont vraiment les années 80 qui ont minimisé l'importance des salariés et le chômage de masse a fait que les dirigeants et dirigeantes se disaient qu'est-ce qu'on s'en fout de les virer? On va retrouver quelqu'un en 2 secondes. Hmm. Moi, je l'ai entendu, c'est vrai, je te rejoins, hein. C'est une petite musique qui a toujours été là, moi, depuis que je travaille. Et c'est vrai que notre génération, on partage ça. Mais c'est en train de changer parce que les jeunes, moi, une fois, j'étais surpris. Il m'a dit, oh, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Et en fait, il est rentré en fait, dans le bureau du directeur, il a posé sa démission. Il n'y a pas de souci. Il m'a dit, mais vous avez retrouvé ça rien? Ah, mais je trouverai une solution. Et comme cette génération de la débrouille, c'est vrai que ça interpelle quand même, hein. Donc, Ouais, bien sûr. en tout cas, ben, je te remercie infiniment, Gaël. Je te remercie pour ton authenticité. Ça fait du bien. On a besoin de ça. Et malgré peut-être que ta sensation d'être, comment dire, je sais pas comment tu t'es qualifié tout à l'heure, mais on sent qu'il y a de l'optimisme parce qu'on sent qu'il y a des leviers et on a besoin d'être engagé. Tu le fais très bien et tu montres cette voie. Et donc merci pour ça en tout cas. Je suis en colère et optimiste. Et on peut. Mais complètement. Mais complètement. En tout cas, merci pour ton invitation, Johan. C'était très sympa.
Plaisir Pour partagé. commencer mon année, ça m'a permis de déverser un petit peu de mon énervement. Et non, non, c'est très cool. Mais voilà, j'aimerais bien que les gens retiennent que tout va bien se passer si on y croit, en fait. C'est C'est ça. ça, Il faut y croire, exactement. toujours. Merci encore. Et puis, merci, chers auditeurs, pour nous écouter chaque fois. Et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes, de nouveaux portraits aussi éclectiques que Gaël. Et il y en a plein. Et je vous dis à très bientôt. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.